Lorsqu'on se représente, autant qu'il est possible de le faire d'une façon approximative, la somme de misère, de douleurs et de souffrances de toutes sortes que le soleil éclaire dans sa course, on accordera qu'il vaudrait beaucoup mieux que cet astre n'ait pas plus de pouvoir sur la Terre pour faire surgir le phénomène de la vie qu'il n'en a dans la Lune, et qu'il serait préférable que la surface de la Terre comme celle de la Lune se trouvât encore à l'état de cristal glacé. Quiconque a survécu à 2 ou 3 générations se trouve dans la même disposition d'esprit que tel spectateur assis dans une baraque de saltimbanque à la foire, quand il voit les mêmes farces se répéter 2 ou 3 fois sans interruption. C'est que les choses n'étaient calculées que pour une représentation et qu'elles ne font plus aucun effet, l'illusion et la nouveauté une fois évanouies. Rien de fixe dans la vie fugitive, ni douleur infinie, ni joie éternelle, ni impression permanente, ni enthousiasme durable, ni résolution élevée qui puisse compter pour la vie. Tout se dissout dans le torrent des années. Les minutes, les innombrables atomes de petites choses, fragments de chacune de nos actions, sont les vers rongeurs qui dévastent tout ce qu'il y a de grand et de hardi. On ne prend rien au sérieux dans la vie humaine. La poussière n'en vaut pas la peine. Nous devons considérer la vie comme un mensonge continuel, dans les petites choses comme dans les grandes. A-t-elle promis? Elle ne tient pas, à moins que ce ne soit pour montrer combien le souhait est peu souhaitable. Tantôt c'est l'espérance qui nous abuse, et tantôt c'est la chose espérée. Nous a-t-elle donné? Ce n'était que pour reprendre. La magie de l'éloignement nous montre des paradis, qui disparaissent comme des visions, dès que nous nous sommes laissés séduire. Le bonheur est donc toujours dans l'avenir ou dans le passé, et le présent est comme un petit nuage sombre que le vent promène sur la plaine ensoleillée. Devant lui, derrière lui, tout est lumineux, lui seul jette toujours une ombre. Les hommes ressemblent à des horloges qui ont été montées et qui marchent sans savoir pourquoi. Et chaque fois qu'un homme est engendré et mis au monde, l'horloge de la vie humaine est de nouveau montée pour répéter encore une fois son vieux refrain usé d'éternelle boîte à musique, phrase par phrase, mesure pour mesure, avec des variations à peine sensibles. Chaque individu, chaque visage humain et chaque vie humaine n'est qu'un rêve de plus, un rêve éphémère de l'esprit infini de la nature, de la volonté de vivre persistante et obstinée. Ce n'est qu'une image fugitive de plus qu'elle dessine en se jouant sur sa page infinie de l'espace et du temps, qu'elle laisse subsister quelques instants d'une brièveté vertigineuse et qu'aussitôt elle efface pour faire place à d'autres. Imagine-t-on un démon créateur, on serait pourtant en droit de lui crier en lui montrant sa création « Comment as-tu osé interrompre le repos sacré du néant pour faire surgir une telle masse de malheur et d'angoisse ?» À considérer la vie sous l'aspect de sa valeur objective, il est au moins douteux qu'elle soit préférable au néant, et je dirais même que si l'expérience et la réflexion pouvaient se faire entendre, c'est en faveur du néant qu'elles élèveraient la voix. Si l'on frappait à la pierre des tombeaux pour demander aux morts s'ils veulent ressusciter, ils secoueraient la tête. Telle est aussi l'opinion de Socrate dans l'apologie de Platon, et même l'aimable et gai Voltaire ne peut s'empêcher de dire « On aime la vie, mais le néant ne laisse pas d'avoir du bon. » Et encore, je ne sais pas ce que c'est que la vie éternelle, mais celle-ci est une mauvaise plaisanterie. Si nous regardons en avant vers un avenir très éloigné, et que nous cherchions à nous représenter les générations futures avec leurs millions d'individus humains, différents de nous par leurs mœurs et leurs coutumes, nous nous posons cette question. D'où viendront-ils tous? Où sont-ils maintenant? Où est le riche sein du néant, gros du monde, qui cache encore les générations à venir? Mais à cette demande, il faut sourire et répondre « Où pourrait-il être sinon où toute réalité a été et sera, dans le présent et dans ce qu'il contient, dans toi par conséquent ?» Questionneur insensé, toi qui méconnais ta propre essence et ressemble à la feuille sur l'arbre, lorsqu'à l'automne, se flétrissant et pensant qu'elle va tomber, elle se lamente sur sa chute et ne veut pas se consoler à la vue de la fraîche verdure dont au printemps l'arbre sera paré. Elle dit et gémit, ce n'est plus moi, ce sont de toute autre feuille. Ô feuille insensée, où veux-tu donc aller? Et d'où les autres feuilles pourraient-elles venir? Où est ce néant dont tu crains l'abîme? Reconnais donc ton être même dans cette force intime, cachée, toujours agissante de l'arbre, qui à travers toutes ces générations de feuilles, n'est atteint ni par la naissance ni par la mort.
N'en est-il pas des générations des hommes comme celle des feuilles? Chacun se fait le centre du monde, rapporte tout à soi. Il n'y a pas jusqu'au grand bouleversement des empires que l'on ne considère tout d'abord au point de vue de son intérêt, si infime, si lointain qu'il puisse être. Y a-t-il contraste plus saisissant? D'une part, cet intérêt supérieur, exclusif, que chacun prend à soi-même, et de l'autre, ce regard indifférent qu'il jette sur tous les hommes. C'est même une chose comique que cette conviction de tant de gens agissant comme s'ils avaient seuls une existence réelle, et que leurs semblables ne fussent que de vaines ombres, de purs fantômes. Ni aimer, ni haïr, c'est la moitié de la sagesse humaine. Ne rien dire et ne rien croire, l'autre moitié. Mais avec quel plaisir on tourne le dos à un monde qui exige une pareille sagesse.